Je vais vous parler aujourd'hui d'un auteur que je ne connaissais pas avant d'aborder ce colloque, qui s'appelle John Kessel et qui a publié Pride and Prometheus en 2018. Un petit mot peut-être de John Kessel, qui en fait est à la fois écrivain et professeur de littérature à l'Université de Caroline du Nord. Il est né en 1950 à Buffalo, dans l'État de New York. Il dirige un atelier d'écriture, ça peut compter d'ailleurs. Et il enseigne des œuvres relevant notamment de la fantasy, de la science-fiction, selon une perspective relevant des études de genre. Il a obtenu un certain nombre de prix littéraires, dont le prix Nebula de la meilleure nouvelle longue attribuée en 2008 à la novella qui va donner le titre à ce roman, qui était déjà Pride and Prometheus, Orgueil et Prométhée, et sur lequel, enfin donc c'est un prolongement. Le roman est un prolongement de cette novella. Dans Pride and Prometheus, publié en 2018, John Kessel met en scène la rencontre improbable entre Mary, la plus terne des sœurs Bennet, faire valoir tragicomique d'Elizabeth, l'héroïne géorgienne de Pride and Prejudice de Jane Austen, qui a été publiée en 1813, et Victor Frankenstein, le plus célèbre des personnages de savants fous, comme on le sait tous, ainsi que sa créature. À la croisée de deux univers romanesques que tout semble opposer, hormis peut-être leur date de publication, ce roman met la transfictionnalité au service d'une exploration à la fois stylistique, identitaire aussi, féministe et métaphysique. Bien qu'il puisse partager quelques traits avec la vague peut-être très décriée des spin-offs qui mettent souvent maladroitement sur le devant de la scène des personnages secondaires d'une œuvre source, ce roman propose une vision que je qualifierais de respectueuse des deux œuvres canoniques dont il se nourrit. Je dirais qu'il se présente comme un hypertexte construit à partir de deux hypothèses sélectionnées pour leur valeur de mythe, leur valeur séminale, et il ne procède pas de la mise en œuvre d'une transposition d'un siècle à un autre. Il ne s'agit pas pour l'auteur d'inscrire son récit dans un univers contemporain d'un lecteur du XXIe siècle, mais bien de proposer ce que Gérard Genette nommerait simplement une continuation ou un supplément dans Palimpseste. Par le jeu des mimétismes stylistiques, Pride and Prometheus se présente comme un double hommage à la comédie romantique de Jane Austen et au gothique horrifique de Mary Shelley. Donc Kessel va reprendre les codes en collant au plus près des idiosyncrasies stylistiques de chacune, sans effet d'ailleurs de transvocalisation. Il n'y a pas de passage de la première à la troisième personne, par exemple. Un hommage par ailleurs souligné dans une note de l'auteur à la fin du roman qui justifie minutieusement les libertés qu'il a prises avec les romans sources. Il fait un certain nombre de mises au point chronologiques, il précise que il n'y a pas de date dans le roman d'Austen, bien que les critiques aient suggéré que l'intrigue devait se dérouler soit en 1802, soit en 1811, mais lui a un parti pris. Il choisit de situer son intrigue 13 ans après, en partant de la date 1802, donc ça va se dérouler en 1815. Et de la même manière, il rappelle un certain nombre d'effets chronologiques aussi chez Mary Shelley, puisqu'elle mentionne les années 1790, mais un certain nombre des événements mentionnés dans le roman ou d'ouvrages même ne coïncident pas avec ces dates-là. En d'autres termes, on ne va pas retrouver ici les accents parodiques de romans tels que Pride and Prejudice and Zombies, par exemple, qui a été commis par l'écrivain américain Seth Graham Smith en 2009, sans parler de sa version cinématographique. Pride and Prometheus est donc écrit sous le signe de la fusion, un parti pris qui fait de cette œuvre peut-être un objet hybride, mais surtout ça soulève des questions épistémiques, elles-mêmes liées aux pratiques de lecture. Entre création, allusion et citation, une telle œuvre pourrait se lire à l'aune des études sur la réception menées dès 67, par exemple 1967 par Joss, ou encore évidemment dans les mêmes années par Wolfgang Iser, et ça relève de la phénoménologie de la lecture. Alors je ne vais pas aller jusque-là, mais je peux déjà dire que John Kessel est un lecteur attentif et sélectif des deux œuvres qu'il entend réunir dans un même univers fictionnel, et par là même, est-ce qu'il ne surexpose pas en quelque sorte la qualité intrinsèquement dialogique, voire antiphonique de la littérature. Faire dialoguer deux écrivaines que tout opposait sur le plan philosophique, qui ne se sont jamais rencontrées en dépit de leur contemporanéité, qui n'ont jamais fait référence à leurs œuvres respectives et réciproques, ne relève-t-il pas de la gageure? Donc, comment, en effet,
réconcilier Mary Godwin Shelley, la sombre citadine qui réinjecte dans son roman les idées révolutionnaires de ses célèbres parents Godwin et Mary Wollstonecraft, et Jane Austen, dont les comédies s'articulent autour de l'économie du mariage dans la petite gentry anglaise rurale. Les biographes soulignent bien quelques possibles intersections. Si Jane Austen est morte en 1817, c'est-à-dire un an avant l'apparition de Frankenstein, on sait en revanche que la bibliothèque de Lord Byron, qui était un ami des Shelley, contenait certaines de ses œuvres. Donc, il n'est pas impossible de penser qu'ils auraient pu en discuter. L'œuvre de Kessel se présenterait-elle elle-même comme une sorte de monstre formel, comme une œuvre difforme à force de couturage et de surpiqûre qui en ferait une cotte mal taillée, et je jouerai sur l'étymologie de cotte qui signifie initialement un impôt, mal réparti, enfin en tout cas mal taillé, c'est-à-dire mal réparti, pour devenir ensuite l'habit mal taillé que l'on connaît, pour m'interroger sur la manière dont Kessel paie sa dette à ses prédécesseuses. Je m'appuierai par conséquent sur la citation de Saint-Gelais qui est présente dans votre appel. Cette labilité des figures fictives à forte circulation culturelle entraîne de version en version tout un jeu de sélections et d'additions, de sédimentation et de réaménagement qui font que la vérité de ces fictions ne repose plus sur les énoncés du texte source. Fermez les guillemets. On pourra par conséquent se demander ce qu'il reste de la vérité des textes sources dans Pride and Prometheus. On s'intéressera plus particulièrement ici aux procédés discursifs mis en place pour fluidifier les croisements épistémiques et réactiver les modalités du rapport à l'altérité dont Frankenstein or the Modern Prometheus déjà faisait son point nodal. Mon plan sera tripartite. Je commencerai par évoquer les hybridations formelles, différence et répétition, pour m'interroger sur l'interlocution, donc ce sera l'interlocution en question, et dans une troisième partie, chercher la femme, trouver le monstre. Pour citer l'ouvrage collectif Théorie et pratique de la lecture littéraire publié en 2007 aux presses de l'Université du Québec par Bertrand Gervais et Rachel Bouvet, donc je les cite: une œuvre littéraire, même lorsqu'elle vient de paraître, ne se présente pas comme une nouveauté absolue dans un désert d'informations, mais prédispose son public par des indications, des signaux manifestes ou cachés, des caractéristiques familières à une forme de réception particulière. Le roman de Kessel se présente d'autant moins comme une nouveauté absolue qu'il repose sur un double horizon d'attente, celui des lecteurs de Jane Austen, ceux de Mary Shelley, en espérant que l'intersection entre les deux ne soit pas un ensemble vide. Double contrainte alors, car double allégeance. La lectrice que je suis s'engagera avec plaisir, mais aussi avec un brin de perversité dans ce jeu des 7 erreurs, afin d'en évaluer sans aménité les écarts par rapport au modèle et la créativité également du produit de la fusion. Qu'en est-il alors de l'hybridation formelle de ce roman ? Si l'une des spécificités du roman de Mary Shelley est sa structure, enfin il y a deux spécificités qui seraient sa structure enchâssée et sa dimension épistolaire, héritière en cela des romans du XVIIIe siècle. On se souvient, je pense que Hélène d'ailleurs l'a rappelé, Walton qui écrit à sa sœur, l'histoire racontée par Victor Frankenstein à qui le monstre se confie. Le roman de John Kessel, quant à lui, pratique l'alternance des perspectives et par là même des modalités narratives. Sur les 21 chapitres que comporte ce roman, 12 sont narrés à la troisième personne du point de vue de Mary Bennet, en accord avec le mode narratif employé par Jane Austen, tandis que les 9 autres se répartissent entre Victor et le monstre, chaque fois à la première personne, pour calquer le style du roman de Mary Shelley. Si les amateurs des deux œuvres retrouveront les moments clés qui les scandent, elles devront s'accommoder des infléchissements imposés par John Kessel. Ainsi, la scène de bal se déroule à Londres et sert de cadre à la rencontre inaugurale des deux protagonistes. Victor promet la deuxième danse à Mary Bennet et à la place va s'enfuir à la vue de la silhouette de la créature qu'il aperçoit dans le lointain. Et il va fuir pour l'Écosse, cette fois dans le but de créer la compagne du monstre qui sera fabriquée, attention, à partir du corps de l'une des sœurs Bennet, la jeune Kitty qui sera morte d'une maladie pulmonaire. Bon, on a par ailleurs la naissance et le trépas de la compagne du monstre qui auront bien lieu cette fois sur fond de liquide laiteux et de galvanisme. Les signifiants sont les mêmes en réalité, à la fois fidèle restitution de la mise au monde de la créature shelleyenne et transposition genrée.
Quant à la description du premier monstre, du monstre originel, Adam, elle est transposée au moment de la rencontre inaugurale entre Victor et entre lui-même et Mary. Le portrait du monstre qui en découle fait écho à la célèbre scène de la naissance de la créature chez Mary Shelley. On y retrouve tous les ingrédients du gothique, la sombre forêt, l'orage, l'éclair, l'électricité, la forme hideuse. Donc je ne cite pas. L'intertextualité se fait plus précise encore lorsque, dans l'avant-dernier chapitre, Mary Bennet, 6 ans après ses péripéties dans la lande écossaise en compagnie d'Adam, devient l'auditrice du récit de Walton, venue en compagnie de sa sœur Margaret Saville, qui est présente là aussi, visiter les côtes remplies de fossiles, et on reparlera des fossiles, de Lyme Regis. Donc, le récit de Walton permet un raccourci entre la lettre 4 et le monologue final du monstre en clôture du roman de Mary Shelley. Mais si Kessel a en partie conservé le principe d'une chaîne verbale entre les personnages, c'est à la qualité interlocutoire qu'il a probablement été le plus attentif, ce qui m'amène à ma deuxième partie, l'interlocution en question. Il n'a pas échappé à Kessel que le roman de Shelley tirait sa force de l'interlocution dont Peter Brooks, dans Bodywork, Objects of Desire in Modern Narrative, souligne la nécessité dans un récit où l'on raconte chaque fois son histoire à quelqu'un. Et Kessel substitue à l'écoute par un interlocuteur muet et attentif la plupart du temps, de ce qui prend souvent la forme d'un long monologue, la véritable interaction qu'implique le dialogue sur un mode même parfois agonistique. Il s'agit moins ici de transmettre ou de raconter que d'argumenter, moins de se livrer à une maïeutique qu'à tenter de convaincre. En dépit d'une couverture programmatique que j'avais pensé vous montrer dans un PowerPoint, et je n'ose pas faire de partage d'écran ici, mais la couverture est véritablement programmatique en ce sens qu'elle renvoie au célèbre tableau du peintre allemand Caspar David Friedrich, c'est-à-dire L'homme contemplant une mer de brume, qui a précisément été produit en 1818 d'ailleurs. Donc, en dépit de cette couverture romantique, on ne retrouvera pas, ou que très rarement dans le roman de Kessel, les accents romantiques et le style lyrique de Mary Shelley, précisément parce que de telles envolées feraient obstacle à la cohérence esthétique espérée. Que Mary Bennet soit le pivot de l'intrigue, voire l'incarnation de la lectrice idéale d'une manière métaleptique, qui s'efforcerait de trouver sa place dans une histoire déjà écrite et de l'infléchir au gré de ses indignations et de sa compassion, n'est pas indifférent au choix stylistique opéré. Faire de Mary Bennet, dont Jane Austen disait avec humour qu'elle n'avait ni génie ni goût et que sa vanité n'avait d'égal que son insistance à jouer 3 airs à la suite devant un public indifférent, faire donc de Mary Bennet la voix prépondérante de cette œuvre est une manière de prendre en compte ce que Lionel Ruffel appelle un contemporain de la réception. Redonner une voix à la discrète Mary Bennet, c'est aussi lui conférer une agentivité, et c'est ce qu'ont fait d'ailleurs, ce qu'ont proposé un certain nombre de fanfictions féministes qui s'intéressent à ce personnage secondaire. En effet, à l'orée du roman, Mary Bennet, dont l'âge fatidique de 32 ans présuppose de grandes difficultés à trouver un mari dans le contexte de l'obsolescence programmée des femmes au XIXe siècle, Mary Bennet se passionne pour les fossiles qu'elle collecte sous les falaises de Lyme Regis, ville côtière du Dorset. Elle dépose régulièrement ses trouvailles dans les shops de Mary Anning, figure historique, celle-là, de la paléontologie britannique, connue également pour avoir survécu à l'âge de 15 mois à la foudre qui s'était abattue sur elle et avait tué 4 autres personnes, mais pas elle. Ce préambule aux tribulations de Mary Bennet se fait ainsi sous le signe de la sororité, des sciences et du galvanisme. À l'un des personnages de ce roman, un chasseur de fossiles appelé Charles Woodley, qui suggère qu'il est plus commun de rencontrer des jeunes femmes versées dans l'analyse des faiblesses de leurs congénères que d'étudier la philosophie naturelle, c'est-à-dire l'étude de la nature et des phénomènes physiques, Mary Bennet rétorque que selon Miss Wollstonecraft, si les femmes s'intéressent aux mœurs, c'est parce qu'on ne les autorise pas à étudier les sciences. Donc, on a un discours féministe assez basique, mais très, très prégnant. De la même manière, si la rencontre entre Mary Bennet et Victor Frankenstein se déroule dans l'un des hauts lieux de la comédie romantique, à savoir la salle de bal, elle est aussi l'occasion pour Kessel d'associer le paradigme scientifique omniprésent chez Mary Shelley
à la voix féminine. L'échange qu'il y a entre elle et Victor, qui s'étonne de l'intérêt que porte son interlocutrice aux ouvrages scientifiques et en particulier au Discourse Introductory to Cursive Lectures on Chemistry de Sir Humphrey Davy, se fera sur un pied d'égalité et sur fond de référence à Darwin et Lamarck. Et si l'incontournable question des dangers d'une science sans conscience traverse l'œuvre de Kessel, c'est une fois de plus par le biais du dialogue qu'elle se déploie. Tandis que Victor prévient Mary Bennett des risques d'une science sans morale, celle-ci répond « There is no evil in studying God's handiwork ». Ce n'est qu'à la naissance d'Ève, le pendant féminin du monstre, sa compagne, qui va bien venir au jour dans ce roman, que le créateur réfléchit en des termes shelleyiens, voire miltoniens, au caractère transgressif de ses actes. I indeed possessed the ability to create life, and with that knowledge came the conviction that this was as depraved an ambition as any human being had ever possessed in the history of our race. I was unworthy of such knowledge. Ce constat fait bien évidemment écho aux deux célèbres phrases prononcées par Victor à l'intention de Walton dans le roman de Mary Shelley. How dangerous is the acquirement of knowledge? Ou bien, you seek for knowledge and wisdom as I once did, and I ardently hope that the gratification of your wishes may not be a serpent to sting you, as mine has been. Mais le style apocalyptique n'a qu'un temps chez Kessel, qui redonne bien vite la parole à notre héroïne austinienne, dont Victor dit apprécier le moralisme guindé et la naïveté. C'est en effet dans la relation que Mary Bennett entretient avec le monstre, avec qui elle fuit en quête de Victor, que se dessine le propos de Kessel. Ce qui m'amène à ma troisième partie, chercher la femme, trouver le monstre. En phase avec un univers fictionnel qui fait de la conversation un art, le personnage austinien est sensible à la sophistication du langage de celui qu'elle appelle sans discontinuer Adam. C'est-à-dire qu'elle n'utilise que ce terme-là pour désigner le monstre, abolissant par là même la vision déshumanisante véhiculée par le Victor shelleyien et rattachant la créature à son origine biblique. Le pronom impersonnel it, qui désigne le monstre dans la version originale, est en effet chez Kessel remplacé par le pronom personnel he dans un effort de resubjectivation qui efface dans un même mouvement le sentiment d'altérité. On se souvient de ce que Jean-Jacques Le Cercle dit dans l'ouvrage qu'il consacre au mythe de Frankenstein. Le monstre, dit-il, loin d'être une brute presque muette, parle, et longuement et éloquemment. D'éloquence, il est bien question ici, tout comme sa dimension paradoxale, celle d'une créature hybride à la logique impeccable et au langage sophistiqué, contrairement à l'image renvoyée par l'adaptation cinématographique de James Whale dans son film de 1931, où Boris Karloff s'exprime par borborigme peu intelligible, et en tout cas avec une voix très caverneuse. Cette contradiction entre le visible et le verbal au cœur de Frankenstein, du Frankenstein originel, se diffracte chez Kessel tout en se médiatisant. Mary Bennett se voit accorder le privilège d'une réflexion active autour de ce que Brooks désigne comme la tension entre l'imaginaire et le symbolique, en référence à Lacan. Le monstre étant déconsidéré du côté du spéculaire et gagnant ses lettres de noblesse du côté du langage, bien sûr. Bien que prévenue par Victor contre les qualités d'éloquence et la force de persuasion d'Adam, Mary Bennett reste sensible à la délicatesse dont il sait faire preuve, dont fait preuve le monstre, au point de lui enseigner l'harmonie, le chant, et d'aller mendier leur pitance commune dans les bourgades écossaises. La tension entre voir et entendre se dissout au fil des journées et des nuits passées ensemble, tandis que le lien entre la belle et la bête se resserre, faisant vibrer d'ailleurs la corde sensible de la lectrice ou du lecteur adepte de sentimentalisme. La conscience de l'altérité du monstre se mue progressivement en admiration pour ce corps exotique à la crinière d'ébène qui ressemble aux yeux de Mary à quelques dieux païens. Mary synthétise par conséquent le voir et l'entendre, une synthèse à jamais refusée dans le récit de Mary Shelley, où seul l'aveugle de Lacey pouvait apprécier la présence monstrueuse, par ailleurs honnie par les témoins visuels. La communion devient totale, tandis que les dernières traces d'élégance vestimentaire de Mary Bennett disparaissent au contact d'une nature hostile.
orgueil et préjugés, cède le pas à la compassion, le personnage austinien faisant fi de sa respectabilité pour endosser littéralement le manteau de son compagnon d'infortune et s'exposant ainsi à la cruauté de ses compatriotes. L'ange déchu pourrait entraîner sa compagne dans sa chute si le projet narratif de Kessel avait abouti à un choix entre les dénouements des deux récits, l'un tragique, l'autre heureux. La transfictionnalité a ses limites qu'il ne souhaite pas franchir autrement qu'en ouvrant dans l'univers sombre de Shelley des brèches par lesquelles le lecteur aperçoit l'amorce d'un débat, par exemple sur les avantages du célibat ou l'association subreptice entre femmes, connaissance et monstruosité. Ainsi, la déclaration de Mr. Bennet à sa fille dans ce roman, en savoir trop fait de la femme un monstre, too much learning makes a woman monstrous, reviendra sous une forme ironique dans la bouche de Mary Bennet en clôture du roman. Pour conclure, je reposerai la question, et les fossiles dans tout ça, me direz-vous, pour ceux qui ont suivi, bien sûr, eh bien, les fossiles omniprésents en fait dans ce roman, outre qu'ils contribuent à l'insertion de l'extra-fictionnel en la personne de Mary Anning, ils remplissent vaillamment leur fonction métafictionnelle également, révélée dès la page 15 au détour d'un paragraphe en focalisation interne. Mary was alive. She had been alive since the moment her father and mother had animated her substance and God charged it with a soul. But one day her soul would depart and her body decay. Her flesh would fall away and her bones would harden into stone. Perhaps someone might crack open a massive shale 1,000 years hence to find her and explain the meaning of her existence. L'image est d'autant plus amusante qu'elle est performative, c'est exactement ce qui se produit. On a ouvert ce schiste et je dirais qu'au paradigme de l'excavation qui était cher aux naturalistes se substitue ici l'image d'une couche de schiste dont on extraira des restes silicifiés, indice se prêtant non seulement à l'interprétation mais servant de base à une recréation, ce qui est en train de se réaliser dans ce roman. C'est exactement ce qui se passe ici. Si elle était placée en clausule, cette remarque suggérerait l'annonce d'une suite à venir, en somme une histoire infiniment recommencée, comme le dit Le Cercle, Jean-Jacques Le Cercle, pardon. Migration sans frontières d'une fiction vers une autre, en l'occurrence de deux fictions, l'œuvre transfictionnelle de John Kessel nous propose avant tout une immersion dans ce que Saint-Gelais nomme le jeu imaginaire. La page n'était pas blanche, mais force est de constater que Kessel a bien fait ses devoirs d'universitaire patenté en s'efforçant de maintenir une cohérence structurelle et stylistique de façon à ce que son travail de réécriture ne révèle pas au premier coup d'œil son caractère d'artificialité. Les circonstances d'écriture pouvaient faire craindre un exercice de style tel qu'on les pratique dans les ateliers d'écriture précisément, qu'il anime lui-même. Mais il faut avouer que Kessel parvient à lever l'incrédulité qui semblait menacer cette œuvre hybride. Il a donc préservé la suspension of disbelief coleridgienne. Je vous remercie.